Quelques petites dates pour vraiment illustrer les différentes étapes dans le renouveau de la tradition, en fait, si je peux dire. Tout a recommencé après avec les jésuites, les pères jésuites qui se sont installés à Ksara, c'est un domaine dans la Bekaa, et ils avaient commencé à faire leur vin de messe, leur vin pour leur consommation aussi personnelle, sachant aussi que les moines, toujours dans la montagne, ils n'avaient jamais cessé de produire leur propre vin. Après, si on parle vraiment, c'était avec le mandat français qui a duré entre 1920 et 1943, c'est là où on a eu vraiment un retour à la consommation et à la production du vin, étant donné qu'il y avait les soldats, les Français, qui voulaient consommer du vin. Là, on a vu naître deux caves, Château Nacad en 1923 et Château Musard en 1930. Château Musard qui est vraiment le plus connu à l'export, c'est lui qui a pris les vins de Liban pour les promouvoir à l'export, surtout en Angleterre. En 1970, on a aussi une autre date importante. Avant, on parlait de négociants vinificateurs parce qu'il n'y avait que les moines et les petits viticulteurs qui avaient leur propre terrain, leur propre vigne. Mais à partir de 1970, Château Kefraya, avec son propriétaire très visionnaire, M. Michel de Bustros, il a entamé un projet fou. Et c'était la plantation de 300 hectares. Il s'est approprié de 300 hectares de vignobles, il les a plantés. Et du coup, on a commencé à parler vraiment de producteurs propriétaires de vin. La guerre civile qui s'est déclenchée entre 1975 et 1995, là on a eu vraiment une régression de consommation plutôt, mais pas de production parce que le secteur était en crise. Et là, les Libanais se sont vus en obligation d'exporter leur vin. Et qui mieux que les Libanais à l'export, la diaspora libanaise, pour consommer les vins, étant donné qu'ils étaient assez nostalgiques pour leurs produits de pays. À partir de 1996, là, c'est l'époque après-guerre, et c'est à partir de là où toute la naissance de domaines a vu jour. Moi, quand je suis partie du Liban en 2006, on comptait une quinzaine de caves. En 2010, il y avait 40 caves. Actuellement, on compte une quarantaine de caves au Liban. À savoir, la délimitation en fait administrative est utilisée pour délimiter les AOC. Voilà, du coup, c'est ce qu'on appelle au Liban les muhafazat ou les districts. On connaît 5 districts et ce sont ces 5 districts qui font les appellations. Du coup, on connaît l'appellation Liban Nord, Mont-Liban, le Sud, Nabatéa et la Bekaa. Certainement, il y a voilà, les 40 domaines, ils seront répartis de la sorte sur les différentes appellations. La superficie qu'occupe le raisin, on connaît 2 types de raisins. Le raisin de table qui est très très répandu aussi, avec plein d'espèces indigènes et de variétés indigènes. Le raisin de table, il occupe à peu près 11 000 hectares, tandis que les raisins de cuve, 2800 hectares, ce qui est équivalent à 3,5% de la surface agricole utile, sachant que 75% de cette surface se trouve dans la Bekaa. C'est pourquoi quand on parlait des vins libanais, on parlait toujours de la région de la Bekaa. Qu'est-ce qui fait du Liban un milieu propice à la culture de la vigne et du vin, à la production du vin? Il y a plusieurs caractéristiques que j'ai essayé en fait de vous les énumérer rapidement. Premièrement, on a une mosaïque de paysages, comme vous les voyez un peu dans ces photos. On a des terroirs exceptionnels qui varient entre des coteaux, des plateaux, sachant que tout est en fait, voilà, on a parlé des altitudes à partir de 800 mètres d'altitude. C'est ce qui crée en fait des terroirs assez propices pour la vigne, excusez-moi. Les densités de plantation, elles varient en fait. Pour les anciennes plantations, elles étaient de 1600 pieds à l'hectare. Maintenant, tout le monde essaye d'augmenter, ils sont maintenant à 5000 pieds à l'hectare. Les plantations, comme on avait dit, 800 mètres arrivant jusqu'à 1400 et voire parfois 1600 mètres d'altitude. Il n'y a pas de cahier de charge qui délimite en fait les façons de taille ni l'utilisation des cépages. Du coup, on a le ciel, notre horizon, et vous allez voir, il y a plein de cépages. La taille de la vigne, elle est en gobelet 60% et en guyot simple, double et parfois en cordon. Voilà, parfois en échalas pour la syrah aussi. Voilà. Des porte-greffes, bien évidemment, ce sont des porte-greffes plutôt adaptés à des sols calcaires. Du coup, on a plutôt la présence de fer cal, 110R. Voilà. Après, par rapport à l'alimentation hydrique et minérale, elle est assez limitante, mais quand même, elle est régulière. On a besoin d'irrigation, franchement, que pour les petites plantations.
les jeunes vignes pour l'enracinement. Au Liban, on est vraiment capable de faire des vins bio, je suis sûre, parce qu'en termes de maladies cryptogamiques, on en connaît très peu. On en connaît beaucoup l'oïdium quand même, très peu le mildiou, très peu la boriture grise, et c'est vraiment une occasion pour se diriger vers ce type de culture. Après, des ravageurs, on en connaît le ver de la grappe, Cochylus et Eudémis, et parfois quelques cicadelles aussi, qui peuvent endommager un peu le vignoble, mais mis à part ça, c'est assez sain. L'âge moyen des vignes est aux alentours de 40 ans. À savoir, la main-d'œuvre, elle est de très très bon marché. Par contre, c'est le coût du terrain qui est très très élevé. Parfois, dans des terrains achetés dans le village de Kefraya, c'est plus que 300 à 350 000 € l'hectare. Les caractéristiques vinicoles. La tradition veut en sorte de faire des vins d'assemblage à la base, mais maintenant la tendance est pour des vins plutôt monocépages, et ça a été avec les nouveaux domaines qui ont été créés après la guerre. Du coup, voilà, tendance des vins monocépages et plutôt des vins de garage assez costauds, assez forts. On a aussi une multiplication de micro-domaines. Des domaines qui peuvent en taille aller de 3000 bouteilles jusqu'à 2,8 millions pour Xara par exemple. On a aussi c'est un secteur qui attise beaucoup, que ce soit les jeunes qui veulent étudier l'œnologie, qui veulent entamer des travaux de recherche. Du coup, on en connaît pas mal qui font maintenant des recherches sur les levures indigènes, sur les cépages indigènes aussi, et sur l'étude de terroir. Et le ministère de l'Agriculture aussi, étant donné que c'est un secteur qui rapporte pas mal d'argent, il s'y intéresse beaucoup. Du coup, il organise beaucoup d'événements dans des capitales européennes et autres, et c'était des événements vraiment bien réussis pour la promotion des caves. Il ne faut pas oublier l'influence française, surtout bordelaise aussi, de par le savoir-faire, les techniques et l'expertise. Pour vous présenter en quelques mots cette filière, une production locale qui est évaluée à 7 millions de cols actuellement, dont 66% sont répartis pour les vins rouges, 22% pour les vins blancs et 12% pour les rosés. L'export, on compte 3 millions de bouteilles, plutôt réparties en France, aux États-Unis, en Angleterre, Canada, Suède. Et le marché local, on en a 4 millions de bouteilles. On a aussi des vins importés. Par contre, il faut savoir que les taxes à l'importation ils sont très très élevées. Ça a baissé, c'était à 150%, maintenant ils sont à 70%. L'organisation générale de la filière est de la sorte. Les viticulteurs, ou producteurs, ou les moines. Ils importent tous leurs matières premières, les pieds de vigne, les équipements, les produits viticoles. Tout est importé. C'est ce qui fait en sorte après qu'on va voir le prix de revient des vins au Liban est pas mal cher. Du coup, la vente de raisins se fait à ces producteurs vinicoles, sachant qu'il y a très peu de caves coopératives, la majorité ce sont des privés. Eux, aussi, ils importent leurs matières sèches, leur équipement, leur matériel, le produit, les intrants œnaux, tout est importé. Le vin produit, il est destiné à l'export ou au marché local. Sur le marché local, on a 50% en grande surface, 24% pour les cavistes, 14% propriété et 12% épicerie fine. Pour l'export, on travaille plutôt avec les agents commerciaux qui développent des ambassadeurs de marque, la diaspora libanaise et le duty free. Sachant qu'on a aussi quelques organismes de contrôle qualité, des laboratoires d'analyse, mais ça n'a rien à voir avec l'organisation ici, et l'Union viticole libanaise qui se charge aussi de l'organisation de la filière. Juste quelques petits camemberts pour vous représenter. Étant donné qu'on n'a pas un cahier de charge qui délimite les cépages, du coup vous allez voir, on a des cépages bordelais, des cépages languedociens, des cépages italiens, des cépages alsaciens. Voilà. Après, ce qui est digne de... On a l'Uni blanc, c'était utilisé plutôt pour l'Arak, c'est des cépages assez productifs. On a aussi la présence maintenant à citer de Merouah et d'Orbeïdou. Ce sont deux cépages autochtones qui se développent au fur et à mesure selon un projet qui s'appelle le Wine Mosaic. On va déguster aussi, on aura l'occasion de déguster un Orbeïdi de chez Clos Saint-Thomas. On peut trouver aussi du Riesling et même du Gewürztraminer qui est planté à 1400 mètres d'altitude. Pour les cépages rouges, pareil, on a une multitude de cépages. Là, le Cinsault, il ne gagne plus autant de marché
par rapport aux cépages nobles comme Cabernet Sauvignon, les Merlot, Syrah, Grenache, même on a présence aussi Tempranillo espagnol, Carmener, Caladoc, voilà. Un dernier camembert pour la répartition des ventes sur le marché local. En fait, les deux caves entre Xara et Kefraya, on compte à peu près 60% de la production viticole libanaise. Et le restant est réparti sur les autres caves, sachant que Musart, c'est un des premiers à avoir promu ces vins à l'export, et c'est lui qui a vraiment été l'ambassadeur des vins libanais, surtout en époque de guerre. Voilà, cela, il faut le signaler. Et voilà la part des principaux clients à l'export. On voit que le Royaume-Uni et la France font à peu près 40% de marché à l'export, et le restant c'est vers les autres pays, sachant que la Syrie maintenant elle est presque inexistante. Voilà. Adhérer à l'OIV suite aux préoccupations des producteurs et des consommateurs, et pour une volonté aussi d'harmonisation des pratiques et des normes. En 1997, il y a eu la création de l'UVL, l'Union vitivinicole libanaise, pour l'établissement de la loi en fait 2000 qui détermine aussi quelques cépages, les pratiques œnologiques et les délimitations de l'AOC, selon les divisions administratives dont on avait déjà parlé. Et en 2002, création de la commission du vin, voilà, c'est un groupement de responsables administratifs et œnologiques libanais et français. Et en août 2007, c'est la création de l'Institut national de la vigne et du vin. C'est aussi un office paragouvernemental qui est chargé de contrôle, analyse, dégustation et de l'AOC. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci.